Salut à tous et bienvenue dans ce 86e show en live sur MX Réflexion. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est content de vous retrouver chaque semaine. Exceptionnellement, c'est pas mercredi, c'est jeudi et c'est moi qui ai foutu le bordel parce que hier je n'étais pas là. On en parlera un petit peu plus tard, mais j'étais du côté d'Alès pour préparer l'Alestrem. Bon, l'Alestrem dans 2-3 ans. Pas tout de suite, pas celle de ce week-end, je vous rassure. Et celui qui doit préparer le Touquet à l'instant T, c'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien, je prépare pas du tout le Touquet, Nolan. On roule un petit peu de temps en temps avec la nouvelle moto de 1.5 CRF, donc ça se passe très très bien, on s'amuse. On prend pas mal de plaisir avec le beau temps dans notre sud-ouest natal, ça se passe très bien. Ce soir on va parler un peu plus, je pense, d'enduro que d'autres choses. Mais c'est bien, ça me convient bien. Toi Nico qui a participé un petit peu à un stage extrême, tu vas nous en parler. Mais je te laisse présenter nos invités. Vas-y Nico. Ouais, avec nous ce soir, non pas un, mais deux invités. C'est la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire d'MX Réflexion. Et à presque 2 ans, jour pour jour, après notre premier live sur Facebook. Et c'était lui notre invité d'ailleurs. C'est la légende Jérémy Taroux. Comment ça va, Jérémy? Très bien, très bien. La légende, pas quand même. La, Ça va bien. la légende du sud-ouest au moins. Ouais. Minimum. Et à tes côtés, Jérémy, juste à côté de toi, il est à domicile. Il a le sourire, il est en pleine forme, il boit une petite verveine avant d'aller au lit et de se détendre. C'est l'homme de l'ombre, mais sans qui la vie des pilotes serait beaucoup plus rude chez Sherco. C'est Jordan Curval. Comment ça va, Jordan? Salut, ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va bien? Eh bien, tout va bien. J'étais du côté d'Alès hier pour un stage avec Graham Jarvis dans ton pays, Jordan. C'est franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en enduro. Je pense que c'est pas pour rien que Sherco produit de bons pilotes. Écoute, c'est clair qu'à l'Est, tu as été servi, surtout là en pleine préparation de l'Alestrem et avec Ram. Je pense que ce week-end, ça va être un peu copieux là-bas, surtout qu'ils annoncent un peu une journée pluvieuse demain. Donc, non, je pense qu'on va assister à du beau spectacle. Bon, Pour commencer par toi, Jordan, quel est ton rôle chez Sherco pour ceux qui te connaissent pas, de nos abonnés, sachant qu'on a une communauté qui est plus motocross, donc il se peut que des fois on ait des questions relatives à l'enduro pour les novices. Ben, du coup, je m'occupe de toute la partie compétition, enduro, trial et rallye, et je m'occupe aussi de la mise au point des motos de production. D'accord, partie chargée. Est-ce que tu roules, tu as le temps de rouler encore ou pas du tout? Ben, je roule pas mal du fait que je dois faire tout le développement des motos de série, donc c'est clair que j'ai pas mal de choses à essayer, vu qu'on a une gamme maintenant qui va de la 125 de temps à la 504 temps, donc ça fait encore pas mal de roulage, mais bon, au moins ça maintient en forme. Ouais, exactement. Et toi, du coup, en tant que manager, en tant que team manager, c'est quoi ton rôle exactement? Est-ce que déjà, on peut appeler ça un rôle de team manager? Est-ce que tu aides les pilotes d'un point de vue technique, vu que tu as roulé à un bon niveau? Voilà, explique-nous par rapport à ça, même si c'est pour la partie Dakar, pour la partie trial, explique-nous ce que ton lien plutôt avec les pilotes. Le lien, il est assez complet, vu que bon, déjà ça part de la signature des pilotes. Donc déjà essayer de trouver un pilote qui ferait l'affaire, qui rentrerait dans nos critères, que ce soit financier, la nationalité du pilote, les objectifs qu'on a sur la discipline. Donc ça part de là, la signature, et puis après le suivi, l'accompagnement chez Sherco. Évidemment, les motos, je les connais depuis de nombreuses années, vu que c'est moi qui les développe. Donc c'est vrai que je donne un peu mon avis sur le développement et sur les pistes d'évolution sur les motos. Et après, voilà, c'est suivi un peu au quotidien, on va dire. Au quotidien pour essayer de faciliter la vie des pilotes. Des conseils techniques ou physiques quand même? Après, oui, un peu à la demande en fait. D'accord. À la demande, et puis après ça dépend. Un pilote comme Jérémy, qui est maintenant qui a de l'expérience, il ne va pas demander la même chose que ce que va demander Théo. Qui est tout jeune et qui a besoin d'être plus encadré. Il ne va pas demander non plus la même chose que, par exemple, Wade Young, qui est pilote extrême chez nous. Ben, il a débarqué en Europe, il avait 19 ans, donc bon, c'était des choses qui étaient différentes. Là, cette semaine, il m'a envoyé un message, il cherchait un clic-clac. Il me dit où c'est qu'il faut un clic-clac à Nîmes. Donc voilà, suivant les pilotes, c'est une demande vraiment différente, quoi.
D'accord, ouais, c'est vrai on imagine que le team manager, c'est un peu le papa de l'endroit où il va se trouver s'il est assez jeune. Voilà, c'est un peu ça. Faut être un peu un couteau suisse. C'est toi qui lui as bâti un physique comme ça, Wade Young? Non, non, ça, il est arrivé d'Afrique du Sud, il était déjà bien en forme. Et ouais, c'est un peu comme le Suisse. Bon, on commence à avoir pas mal de monde en live là et des questions qui tombent. N'hésitez pas, tant que vous y êtes, à partager le live, liker et voilà, que tout le monde nous rejoigne ce soir. Jérémy, première question, elle est pour toi. Et Blaise a glissé ce mot tout à l'heure, le Dakar. Est-ce qu'on t'y verra un jour? Ah non, ça, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Déjà, les journées sont assez longues en enduro, donc sur un rallye, c'est beaucoup plus long. Donc ça, moi qui viens du cross ou un peu de supercross au début, non, ça sera même pas pour plus tard non plus. Par, Puis avec les risques qu'il y a et quand je vois comment ça se passe, même pour mes coéquipiers que je connais bien, non, c'est vraiment trop dangereux. J'allais t'en parler, j'allais te parler justement des risques et c'est ça qui te freine aussi à l'heure actuelle. Bien sûr, c'est les risques, mais aussi la longueur du rallye, quoi. Je ne me sens pas de rouler forcément une fois ou deux pour se faire plaisir, mais non-stop toute la saison, faire des spéciales de 500 bornes, c'est très 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 long. On ne s'en rend pas compte, mais quand on commence à toucher du doigt, 500 bornes ou 400 bornes de spéciales, on n'en voit jamais le bout, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, toi, Toi, Jordan, c'est quoi, Jordan, ton avis là-dessus? J'ai vu qu'il y avait eu quelques débats sur Facebook récemment où tu participais. C'est quoi ton avis sur le Dakar? Je participais un peu parce que si tu veux, je trouve assez bizarre les gens donnent leurs avis sans forcément connaître la chose. Moi, j'ai eu la chance d'aller rouler plusieurs fois avec la moto de rallye, notamment d'aller au Maroc chez David Casteux qui a une base d'entraînement sur place. Et déjà, tant que tu n'as pas mis les roues dans le désert, je pense que tu peux pas comprendre ce milieu hostile. C'est très très compliqué, sachant qu'en plus, nous, quand on s'entraîne, on a un circuit tracé autour de chez lui qui fait à peu près une quarantaine de kilomètres avec à peu près tout ce qu'on peut retrouver, des dunes, de l'herbe à chameau, des pistes rapides, un WED. Et si tu veux, bon, au bout d'un moment, on va dire c'est un terrain de cross un peu géant. Donc on sait où sont les endroits risqués et tout, mais voilà, la mise en situation de ça, c'est que eux, les pilotes professionnels, ils font ça avec un roadbook et ils vont débouler sur la piste que tu connais par cœur, mais eux, ils vont débouler le premier coup à 170. Donc évidemment, les risques ils sont énormes. Les motos aujourd'hui, on travaille de plus en plus. Alors il y a quelques années, ils ont voulu limiter la cinéma à 4,5 pour justement baisser un peu les vitesses et baisser le poids des motos, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les 4,5, ils vont aussi ils roulent à 180 sur les pistes. Donc il est clair que quand tu tombes à ces vitesses-là, je veux dire, le danger, il est énorme. Et là, David Castera, il a essayé de mettre en place des choses qui vont dans le sens de la sécurité, avec les roadbooks le matin, pour justement éviter que chaque team, si tu veux, ait un mapper et fasse un peu des coupes et son propre roadbook où là les dangers ne sont pas signalés. Donc voilà, David il s'occupait vraiment d'essayer de sécuriser au maximum le rallye, mais le rallye restera toujours une discipline dangereuse. Je vois pas comment ça peut en être autrement. oui, à partir du moment où ça reste une course, de toute manière, tout le monde va essayer d'aller le plus vite possible, à l'aveugle, parce que le roadbook c'est pas infaillible non plus, donc c'est vrai que ça restera toujours assez dangereux quand même. Non, tu as la vitesse, tu as les motos qui sont quand même qui sont lourdes, et puis tu as surtout voilà, le désert, quoi. Tu peux avoir un beau champ de fèche-fèche, et puis dessous, à un moment, tu auras un caillou caché de 40 cm. Ouais. Et tu le vois pas. Et le mec qui repère, qui trace le roadbook, il peut pas savoir qu'il y a un caillou à cet endroit-là. Je veux dire, il est passé 50 cm à côté, et le risque il est là. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On a une question pour toi, Jérémy, de Maxime, qui nous demande ton état de forme après ta blessure à la finale. Du coup, tu en es à ta préparation pour la saison, toi? Très bien, j'ai coupé quasiment 2 mois après la finale, suite à la fracture de la clavicule. Il n'y a pas eu de complications. Voilà, on a attaqué l'entraînement hivernal fin novembre.
et un peu de foncier là jusqu'à début janvier, un peu de tests avec l'équipe. Et puis là, on rattaque les premiers chronos, l'entraînement un peu plus intense. Ouais. Donc du coup, quel est ton programme cette année? Au niveau du programme, c'est comme les autres années depuis 2016, du coup France Classique. Pas de championnat du monde pour moi. Et quelques courses après à côté, des championnats un peu à l'étranger, un peu en Espagne, un peu en Suisse. Voilà, avec un soutien un peu des pilotes qu'on a. En général, c'était Théo, mais on peut aller en Italie aussi avec le team Azaline, faire à droite à gauche, quoi. Mais surtout les classiques et le championnat de France. Et justement, avec Théo, tu entretiens toujours cette relation forte à l'entraînement, vous êtes toujours ensemble, il y a une certaine émulation, ou est-ce que maintenant, au niveau physique, au niveau technique, chacun fait sa route de son côté? Non, on essaie toujours de bosser ensemble. C'est vrai que ça a un peu évolué, forcément par rapport à la première année. Maintenant, il connaît son programme, hein, il a vraiment progressé, donc on est quasiment au même niveau. Donc maintenant les entraînements, en fait, c'est vraiment des courses, donc ça nous pousse à bloc, mais ça se passe dans l'ensemble bien. Il habite à Albi, du coup on peut bien bosser physiquement et sur la moto. Et là, pour la partie... On a pas mal de questions où on nous demande si tu fais la Val de Lorraine, la grappe de Cyrano. Donc il a déjà répondu à Jérémy, c'est qu'il va faire toutes les classiques cette année et le championnat de France. Voilà, ouais, du coup Laval ça fait partie les 5 classiques et les 5 épreuves du France. Ça c'est la base de la saison. Pour en revenir à ton entraînement, Jérémy, tu et vous avez avec l'équipe de France roulé pas mal dans le sable. C'est quelque chose que tu fais depuis quelques années, non? Et notamment depuis qu'il y a le Bud Racing Training Camp à Magescq. Il y a une période de l'année, je crois que c'est janvier, c'est ça, décembre-janvier, où tu vas pas mal rouler là-bas, non? On y roule un peu, ouais, surtout pour les testings des motos aussi, parce que le sable, ça use bien les pièces et on voit pas mal de choses. Et aussi par rapport à la météo, comme il y a beaucoup de pluie en ce moment, dans le sable, ça roule toujours, même s'il y a eu quand même vraiment des grosses pluies à Magescq au mois de décembre. Mais on en profite de ces conditions-là, c'est très physique et le sable, c'est dur, donc ça nous fait du bien et du coup on y bosse pas mal décembre, janvier. Mais après, à partir de là, fin janvier, on commence à rouler dans des conditions plus enduro, parce que la saison va arriver vite à partir de mars. Et du coup, Damien nous demande si tu t'entraînes quand même en motocross, alors pas en sable, mais en motocross sur des vraies pistes, quoi. Un petit peu, mais c'est vrai que pas non plus énormément, quoi. Castelnau de Lévis, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Ah ouais. Mais j'ai tellement roulé en cross auparavant que maintenant j'évite un peu, j'essaye plus de rouler en extrême par exemple qu'en motocross, quoi. Parce que je gagne plus de temps sur les spéciales extrêmes que des trucs typés cross le jour des courses, quoi. D'accord. Toi, tu qualifierais la partie extrême comme ton point faible? Ah ouais, bien sûr, en venant du motocross, c'est le plus dur à bosser. Enfin, pour un mec comme moi qui n'était pas du tout bon ni en trial, ni en extrême, quoi. Ni en équilibre, on va dire. C'est vraiment le gros point faible. Après, ça se travaille avec la régularité. En bossant, on est un petit peu meilleur, mais si on n'a jamais fait de trial jusqu'à 20 ans, c'est dur de devenir meilleur, quoi. De progresser, c'est très difficile après. Moi, Graham Jarvis, il m'a dit 10 minutes par jour. Les petits exercices qu'il nous a montrés sur le parking, là, 10 minutes par jour, il faut faire. Bon, c'est chiant, hein. Rester en première, même 10 minutes par jour, c'est chiant. C'est juste pour sortir de la spéciale extrême, là. Mais après, pour aller vite, en plus, il y a la passer l'obstacle, et après aller vite. Et après aller vite dedans, ouais, c'est sûr. Toi, Jordan, c'est un exercice que tu affectionnes, ça? Toute cette partie un peu plus trialisante de l'enduro? Moi, c'est pareil, j'ai débuté par le cross, donc ça n'a pas été ma grande spécialité au début, mais le problème, c'est qu'en enduro, avec les spéciales en ligne et puis l'extrême, et puis aussi les parcours de liaison où on laisse pas mal d'énergie, au bout d'un moment, tu es obligé de t'y mettre et de t'appliquer là-dedans parce que tes journées, tu les gagnes là-dedans, tu les gagnes dans les lignes et les extrêmes. Ouais, surtout que les pilotes, j'ai l'impression de nos jours, roulent quand même avec des motos d'enduro typées cross en comportement. Je me trompe? C'est-à-dire que le championnat du monde, il a pris un format maintenant où tu as de plus en plus de spéciales. On fait souvent 4 tours, les pilotes font souvent 4 tours. Donc il y a beaucoup plus de passages, donc ça se défonce de plus en plus. Donc c'est vrai que les mecs, ils s'entraînent de plus en plus dans les trous pour justement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a énormément d'anciennes personnes qui sont arrivées dans la discipline les dernières années.
Donc forcément, ça a fait évoluer le sport et les mecs sont arrivés avec comme Jérémy ou comme Pela, comme Mathias, comme enfin, tous ces anciens bons, très très bons crossman français qui sont arrivés, et puis même les étrangers comme Guarneri, Salvini. Évidemment, ils arrivent avec un passé de crossman, donc ils typent les motos un peu pour rouler à l'attaque, on va dire. Ouais, exactement. On a Thibaut qui nous demande, alors c'est pour toi Jérémy, si un jour on te verra dans la extrême de Lagares au Portugal. Oula, c'est pas la plus facile en plus, d'après les vidéos. Donc, si je dois faire des courses extrêmes pour le plaisir, voilà, comme ça sera en France. À l'Est, déjà, c'est une course assez dure. En France, c'est quasiment, je pense, la plus dure. Donc, on va en faire une, on commencera par l'enduo. Je sais pas avec qui, mais je trouverai un bon coéquipier peut-être. Il y a Mélodie aussi, hein, ta petite amie qui pourrait rouler avec toi. Ouais, en course extrême, là, ça va être plus compliqué. Ouais, on fera peut-être le trèfle ensemble un jour, ouais. Mais après, course extrême, c'est quand même, il faut pousser, c'est galère après physiquement. Quel classique vous conseilleriez pour quelqu'un qui veut faire sa première classique? Ah, on les a perdus, non? Ouais, ça dépend. Non, c'est bon. Le trèfle? Non, ça dépend. Après, le trèfle, le mec, sa première classique, le trèfle, ça va être un truc. Les engagements, c'est compliqué, ça part super vite sur Internet. Après, la classique la plus enduro, on va dire, c'est la Rande d'Auvergne, avec les liaisons les plus techniques. Après, le mec qui vous parle un peu de bon temps, je pense qu'il ira plus à la grappe pour le côté terroir, avec la petite pause à midi et tout. Enfin, ça dépend vraiment de ce que toi, tu fais la pub. Tu recherches, quoi. Tu fais la pub pour toutes les classiques. Hein. Non, on va en choisir une. Chacune a son charme, on va dire. Moi, je suis dire la Véronaise. C'est chez moi quasiment. Ouais, du coup, c'est ça. C'est obligatoire. Non, c'est une des mieux, mais moi, je connais beaucoup de monde partout. J'aime bien toutes les classiques. Hein. Elles sont différentes. Et c'est ça qui fait le charme. Donc, je dirais faut essayer chaque course. On a une question de Maxime qui nous demande si vous allez faire un retour à Font-Romeu cet été pour l'entraînement avec le collectif France. Ouais, on y va chaque année. Et cet été, ça en fera partie, ouais, forcément. Vous le sentez après? Ça vous apporte un plus, ça, cet entraînement en altitude? Une semaine, c'est un peu juste. Il faudrait y aller 15 jours. Mais dans l'emploi du temps, c'est toujours un peu compliqué, 15 jours. Mais 15 jours, alors on le sent, on le ressent, ouais, ça c'est sûr. Mais une semaine, non, ça fait un bon entraînement parce qu'on bosse bien. Mais l'altitude, je pense pour les globules, une semaine, c'est trop juste. C'est limite. Ludo, ouais, c'est limite. Ludo te demande si tu as prévu une pige à la finale du mondial à Requista. Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'avais prévu aussi de faire normalement Ambert à la fin de 2019. Je suis vraiment motivé pour ça après la finale du France, mais bon, ça s'est pas très bien passé, du coup j'ai loupé. Et donc j'espère quand même être à la Requista 5 ans après. D'accord. C'était mon dernier Grand Prix d'ailleurs. Non, j'avais fait Cahors après. Mais ouais, Requista ça en fait partie. À la maison. Ah ouais, à la maison, là c'était mon motoclub pendant quelques années. Là c'est vraiment la maison. On a une question pour toi, Jordan, sur les motos. Question intéressante. Est-ce que les marques telles que Sherco, par exemple, peuvent avoir peur de l'arrivée des motos chinoises sur le marché? Peur, c'est un grand mot, je pense. Honnêtement, pour le moment, non. Pour le moment, non, parce qu'on n'est pas sur le même créneau de qualité, de performance et de prix. Donc, je pense que pour le moment, c'est pas la même clientèle qui va acheter des motos chinoises ou des motos d'enduro pour. Voilà, il y a trop d'écart de budget et de performance. Oui, donc pour l'instant, il faut qu'ils se mettent au niveau, quoi. Ouais, je pense. Moi j'avais une question pour toi Jérémy. On voit qu'il y a un partenariat qui a l'air assez fort avec Sherco. Ton souhait, toi, à l'avenir, ça serait de rester avec cette équipe, même si c'est pour faire autre chose que pilote? Ou est-ce qu'après ta carrière de pilote, tu décideras, ou tu sais déjà que tu vas faire complètement autre chose que la moto? Là aujourd'hui, c'est difficile de dire. Pour l'instant, je suis quand même concentré sur la vie de pilote pro, quoi. Donc, je fais que ça. Après, j'aime beaucoup le développement et on bosse bien avec Jordan et avec les gars chez Sherco depuis quelques temps. Mais on ne peut pas tout mélanger. Donc, je le fais un petit peu en fin d'année
depuis l'année dernière. On essaye un peu, justement, en allant dans le sable, tout ça, de faire évoluer les motos et que j'apprenne ce métier-là. Et ça me plaît beaucoup, mais aujourd'hui, c'est la compétition avant tout. Et on verra, là j'ai encore un an de contrat, on verra à la fin de cette saison. Mais c'est sûr que c'est un souhait, j'aimerais vraiment pouvoir continuer là-dedans et dans la moto. D'accord, ouais, ton plan d'après-carrière, toi, dans ta tête, pour l'instant, il se dessine plutôt quand même en restant dans la moto. Bah ouais, ça fait depuis que j'ai 10 ans que je suis dans la moto. À part ça, je sais peut-être pas faire grand-chose. Alors, on va, on va essayer d'y rester dedans s'il y a une possibilité. En tout cas, la motivation est là et j'aime beaucoup ce sport, j'aime beaucoup les motos et j'aime beaucoup la marque Sherco. On a beaucoup bossé depuis 2013 et pour l'instant, je me vois pas aller ailleurs. D'accord. Après, moi, ce qui m'arrangerait, c'est que tu restes pas trop longtemps chez Sherco parce que j'ai pas envie de voir ton fils avec un 50 Sherco débarquer chez moi. Voilà, t'as encore un petit peu de temps, mais Je souligne que Nico Ça dit sera, ça, Nico dit ça parce qu'il a 2 filles. C'est pour ça. Allez, on va passer aux questions sérieuses. Oui, juste, j'avais une question. C'était par rapport. Alors attends, je l'avais lu. Vas-y, Nico, si t'en as une en attendant Ouais, que je la retrouve. moi en fait, il y a plusieurs questions qui arrivent sur le programme physique et l'entraînement pour l'enduro. Donc c'est Pierre, il y a Jules aussi qui nous demande ça. Donc sans donner tous tes secrets, Jérémy ou même Jordan, mais c'est quoi la meilleure chose pour préparer une saison d'enduro? Je sais qu'il y a des phases d'entraînement, tu en as parlé tout à l'heure, là en ce moment, en fait, tu étais plutôt dans le sable. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous donner le programme physique type pour une saison de championnat de France? spécialiste du programme physique type, mais on commence à avoir un peu d'expérience ouais, dans l'enduro ou dans la moto. C'est sûr qu'il y a une grosse prépa physique à faire en foncier avant déjà d'attaquer la moto en elle-même. Donc ça en général, quand on fait les saisons normales, jusqu'à décembre, c'est plutôt cool, parce que ça laisserait 6 mois de préparation quand même, non? D'octobre jusqu'à avril. Du coup, on a quand même le temps, donc il faut le faire petit à petit, mais jusqu'à la fin de l'année, on va dire beaucoup de testing et de foncier. Et à partir de janvier, un peu plus d'intensité, c'est là qu'on rattaque vraiment les chronos. Mais jusqu'à janvier, en général, on ne fait pas de chrono en moto. On a ressorti, on aura beaucoup de manches dans le sable, des longues manches, un peu comme en cross, quoi. Même sur les spéciales, dans des lignes ou quoi, au lieu de faire des chronos de 5-6 minutes, on fait 4-5 tours de ligne d'affilée, mais plus cool, quoi. À 70-80%. Alors que normalement, c'est qu'un tour de ligne de 5 minutes ou de 10 minutes, mais à bloc, quoi. D'accord. Donc ça, on y petit à petit. Et normalement, on commence par de l'intensité, mais assez courte, en début janvier, mi-janvier, et on essaye de monter en configuration course jusqu'à mars. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est rouler sur tous les endroits possibles. Enfin, les autres enduristes aussi, mais beaucoup bouger, découvrir, en fait, comme en course. Chaque fois, changer de spot, essayer d'aller sur des nouvelles pistes avec des nouveaux pilotes, changer de sens, changer les spéciales. Voilà, pas rouler toujours au même endroit. Ça, c'est primordial. L'enduro, c'est chaque week-end, si une autre course, c'est un autre sport, quoi. On peut être très bon un week-end et le week-end d'après, c'est que des gros cailloux, être moins à l'aise. Le week-end d'après, c'est du sable. Voilà, pour être bon à l'enduro, il faut être vraiment bon partout. C'est compliqué pour vous, ça, justement, de trouver des nouveaux spots d'entraînement? Parce qu'on sait que nous, en cross, ça se complique de plus en plus. Est-ce que vous, par rapport à l'environnement, à certaines choses comme ça, c'est compliqué? Ouais, c'est vrai qu'il faut. Ça s'est un peu compliqué ces dernières années, surtout. On va dire que la pratique hors piste est devenue quand même interdite, hein, si on reste dans les règles. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention là où on roule. Maintenant, nous on a la chance de là où on est vite en Espagne, où il y a vraiment des spots juste après la frontière, et en plus il y a beaucoup de pilotes du mondial qui vont s'entraîner là-bas l'hiver. Donc c'est vrai que nous, dans la région où on est, de Toulouse jusqu'à Montpellier, avec la Lozère, c'est vrai que c'est assez facile à rouler. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que il y a des endroits où à l'époque on pouvait se permettre de faire des choses, et maintenant c'est vrai que avec l'ONF, avec les parcs nationaux qui sont en train de se faire, c'est devenu aussi compliqué. Et j'avais une question aussi pour vous deux qui êtes issus du monde du motocross. Est-ce que à un moment donné de votre carrière, ça vous a pas manqué tout ça? Les courses, les sauts, l'adrénaline d'une manche de 20 minutes. Est-ce qu'à un moment donné, ça vous a pas titillé un petit peu?
Et forcément, hein. Ça c'est pendant quelques années, c'est compliqué de passer à l'enduro. On le dit, il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut pas y aller trop jeune. Enfin, on pense qu'un jeune de 18 ans, il est trop jeune pour passer à l'enduro. Il faut attendre un petit peu. Les juniors, ça va jusqu'à 23 ans. Il faut quand même avoir un peu de maturité et être prêt mentalement. Sinon, en fait, on va en enduro et on veut retourner en cross, quoi. On ne tient pas. C'est trop une autre discipline, c'est trop long. On se retrouve seul. Voilà, faut être un minimum prêt dans sa tête, quoi. Si on est encore un peu crossman, c'est compliqué. Faut être prêt à passer de l'autre côté. Non, quand tu bascules, il faut vraiment avoir fait le deuil du motocross, quoi. Parce que on l'a vu, les pilotes qui ont réussi, leur objectif dans la tête, c'était clair, c'était réussir en enduro, ça a marché. Après, il y a eu des exemples où ils venaient là pour une opportunité de contrat ou parce qu'en cross ça devenait galère. Allez, on m'a proposé quelque chose en enduro, j'y vais. Et on a bien vu que ceux-là sont repartis vers le cross, quoi. Et du coup, parce que c'était j'ai l'impression que c'est ma question suivante par rapport au retour de Christophe Charlier en motocross. Vous en pensez quoi, vous? Christophe, lui, il a toujours été à bloc sur le cross parce qu'il a dans son pays en Corse, il roule en cross tout le temps. Et au fond, lui, il aime le cross, il roule super bien, super cross. Il est venu enduro, voilà, comme a dit Jordan, c'est une opportunité. Mais il a toujours fait ses entraînements sur le terrain de cross. Il roule en enduro en Italie un peu, mais il s'est plus entraîné qu'en cross qu'en enduro. Hein. Donc il a des facilités dans tout ce qu'il fait. Il a un bon physique, et du coup, ça lui a permis à l'enduro de rouler devant. Mais il faut beaucoup d'expérience à l'enduro. Et c'est pas en 2-3 ans qu'on peut y arriver aussi facilement, quoi. Même s'il a fait une super première saison, il faut peut-être plus de 3 ans pour pouvoir arriver au titre et être très 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 bon en enduro, quoi. D'accord. C'est beaucoup d'expérience. Tu savais, toi, Jérémy, dans quoi tu mettais les pieds au début? Parce que je pense que c'est encore plus de sacrifices en termes de temps que le motocross. Quand on voit quand vous partez la semaine pour reconnaître les spéciales à la marche, ça dure 2 jours. Tu nous avais expliqué aussi que à la fin d'une épreuve de championnat de France, la moto, t'as plus trop envie de monter dessus, quoi. T'attends un peu plus. Donc est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Championnat de France, encore, ça va. C'est le mondial. Il y a un certain Grand Prix où quand tu poses la moto le dimanche soir au parc fermé, tu veux plus trop la voir de quelques jours. Championnat de France, encore, ça va. Mais non, le mondial où là, les mecs qui font les extrêmes, tu passes des moments de solitude des fois quand même. Après, j'étais prévenu, hein, ça faisait quand même quelques saisons, on va dire que je roulais un petit peu en enduro avec Pierre-Marie Castella. Là. Du coup, il m'avait quand même bien briefé et je savais que ça allait être long, très dur au niveau extrême, justement. Mais voilà, c'était ça où j'arrêtais la moto, de toute façon, donc, puisque j'avais plus d'opportunités en cross. Donc, je l'ai saisi et en fait, je ne me suis pas posé de questions. La marche, ça n'a jamais été un problème pour moi, ni les recos. Au contraire, ça prépare toute la course. Et du coup, c'est comme un départ en cross. Pour moi, c'est primordial. Donc voilà, je l'ai pris à bloc. Mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps et beaucoup d'expérience pour progresser. Et je ne pensais pas qu'il me faudrait autant de temps quand même. Il a fallu quelques saisons pour avoir une bonne base et être à l'aise sur tous les terrains, quoi. On me l'avait dit, mais au début, je ne l'ai pas trop cru, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre. Au moins 3-4 saisons. Je reviens sur les questions. On a une question de Maxime qui demande pour toi, Jordan, s'il y a une intention de la part de Sherco de faire une épreuve comme la KTM Mania. Alors, c'est dans les tuyaux, mais bon, on va dire que ces dernières années, la marque, on a connu une progression vraiment importante. Il y a 2 ans, on a déménagé l'usine. Donc, on va dire qu'on est encore on est un peu à bloc. Déménagement d'usine, des nouvelles motorisations qui sont arrivées, l'ouverture de nouveaux pays. Donc ça nous prend énormément de temps. On essaye de pousser justement avec la l'extrême qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est à 30 minutes de l'usine. On essaye d'aider au maximum le motoclub et pour
pourquoi pas que ce soit dans quelques années, on va dire, notre iceberg à nous. On est aussi partenaire du trèfle depuis pas mal d'années maintenant. Pareil, c'est pas loin de l'usine. Donc, c'est pas impossible qu'on essaye de faire un événement dans un futur proche. Ça, c'est dans les tuyaux, c'est bien. Vous en pensez quoi de ces 2 championnats du monde du coup chez Sherco? Vous êtes sur les 2, vous êtes bon sur les 2. On en parlait à Loïc Larieux qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça dans le live. Pour lui, le West, c'est hors de question. C'est quelque chose qui aurait peut-être même pas lieu d'être, tu vois, en l'écoutant parler. C'est quoi votre avis à tous les deux? Ça, c'est l'avis du manager. Hein. Moi, oui, c'est tout. Mais pas pour moi, Non, pour nous, c'est clair, le West, on fait pas les courses du West. On a des pilotes d'extrême qui font les courses extrêmes. Wade et Marlou, ils font à peu près une quinzaine de courses chacun. Ils font les extrêmes du West parce que ils les faisaient déjà quand ils n'étaient pas West. C'est des épreuves importantes pour nous, donc on y va. Maintenant, le West, ça c'est plus politique qu'autre chose. C'est une guerre de promoteurs, c'est une guerre entre KTM qui veut réduire les pilotes et qui veut aussi quelque part quand même changer le sport parce que l'enduro spécial liaison comme on le connaît, pour eux ça apparemment ça ne leur convient plus, donc ils veulent faire un truc de spectacle à outrance, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait un règlement, faut que ce soit encadré le sport. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Je veux dire, la finale de la Getzen, les gens qui ont vu le live sur le TV, où les mecs ils jettent les motos, ou suivant la couleur de ta moto, donc la course est normalement à Noël, suivant la couleur de ta moto, les mecs, les marshals, ils te l'attrapent en haut de la marche ou pas. Et je veux dire, tu peux pas donner des titres sur des épreuves comme ça. Il faut que ce soit un minimum d'encadrement et que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Après, je comprends pas trop non plus le fait d'essayer de tuer la discipline qui les a quand même fait naître. Parce que KTM aujourd'hui, les jeunes, ils voient tout le monde dans le cross roule avec des KT et tout, mais à l'époque, moi j'ai connu l'époque où personne n'en voulait et KT était bien content de vendre des motos en enduro et d'avoir permis de gagner de l'argent grâce à ça pour développer après le cross et maintenant la vitesse. Après, ce qu'ils ont fait, c'est énorme, hein, le chemin qu'ils ont parcouru. Mais de là à essayer de tuer un sport comme ça, non, moi je suis pas d'accord. D'accord, donc du coup maintenant en fait, pour être bon dans la discipline assez large qui est l'enduro, il faut être issu du motocross parce qu'il y a quand même des parties spéciales où il faut être bon, issu du trial et être bon aussi en enduro. Donc en fait, il faut être, j'ai l'impression d'un point de vue extérieur, parce que je suis pas dans le milieu, mais j'ai l'impression qu'il faut être extrêmement polyvalent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que disait Jérémy. Il faut du temps parce qu'en enduro, tu peux te retrouver. Tu vas te retrouver dans une course en Finlande avec des lignes de 15-20 minutes dans des bois avec des racines et des cailloux infâmes, des bourbiers. La semaine d'après, tu vas te retrouver sur 3 spéciales en herbe en France. Tu vas aller en Finlande dans une carrière de sable. Tu vas aller en Italie dans un lit de rivière et que des cailloux. Les spéciales, c'est à l'infini en fait. Tu peux tout retrouver comme condition. Donc c'est pour ça que ça prend vraiment du temps et qu'il faut être vraiment complet, quoi. D'accord. Chaque pays a sa spécialité. Comment? J'ai pas entendu, Jérémy. Chaque pays a sa spécialité de difficulté. D'accord. Au Portugal, ils aiment vraiment les courses difficiles. En Italie aussi. En France, on est plus dans des grands champs, tout ça. Un peu comme type championnat de France, quoi. Donc c'est vraiment différent. D'accord. Les Français sont imbattables, tu penses, dans l'herbe? Non, pas imbattables. Mais on a vu aussi jour en France où il y avait beaucoup d'herbe. On était quand même un peu au-dessus du lot des autres, mais par rapport aux autres courses d'habitude. Mais non, il y a toujours. Garcia est bienvenu au trèfle, il nous a battus, donc on ne peut pas dire qu'on est imbattable aujourd'hui, puisqu'il nous a battus sur la plus grosse course. Donc c'est l'objectif en 2020. C'est le plus gros. Ah, c'est beau. Ça fait plaisir à entendre. Les Anglais aussi sont pas mal quand même. Ah ouais, ils savent rouler dans l'herbe en plus parce qu'ils en ont beaucoup là-bas de l'herbe bien grasse dans leur pays. Donc, c'est pour ça qu'ils sont forts. Mais un Espagnol venir gagner le trèfle,
Sous la pluie. Sous la pluie. Ouais. Il est très Ouais, fort. mais maintenant, ils font plus des Espagnols comme à l'époque. Hein. Et on a Prado qui gagne dans le sable. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ouais, ça a bien évolué. Nico, tu voulais enchaîner un peu sur le Dakar, sur les... Bon, non, d'accord, je n'avais pas vraiment de question parce que moi, personnellement, je ne le suis pas beaucoup. J'ai le classement général sous les yeux. Je voulais en parler tout à l'heure, voilà, sur ce que vous en pensiez vous, mais non, on va pas forcément débattre dessus. Le premier pilote français, c'est un pilote Sherco, Cédric Medj, il est actuellement 12e. Tu suis ça de près, toi, quand même, Jordan, sur l'aspect sportif? Ouais, on suit ça en live tous les jours avec David Castieux qui est sur place, qui nous tient au courant minute par minute de ce qui se passe. Bon, malheureusement, on a eu la première mauvaise nouvelle avec la blessure de Johnny, voilà, qui va être rapatrié là en France et qui va pouvoir rentrer se reposer. Autre mauvaise nouvelle avec la blessure de Santolino, qui s'est fait une luxation, une fracture du cou de Saint-Tombé. En fait, il est arrivé en haut d'une dune, derrière la dune était cassée, du coup il a dû sauter. Et la dune, c'était tellement haut que sur l'impact, le coude a cassé. Ah oui, là. Et donc voilà, et là Adrien qui est 12e. Alors en plus, la petite histoire d'Adrien, c'est il devait pas partir au rallye. Normalement, c'était Michael, son frère, qui devait partir. Et en fait, Mika s'est blessé au mois de décembre sur les derniers tests en fait au Maroc. Et donc, juste avant Noël, on a contacté Adrien lui disant écoute, ton frère peut pas rouler, c'est toi qui pars là-bas. Donc, aujourd'hui, il est 12e avec un minimum de préparation, ayant été prévenu une semaine avant de partir. Donc, chapeau à lui, il a fait une course solide et régulière. Et voilà, il reste encore une journée malgré tout. Donc, on va croiser les doigts encore demain. Vous avez vu, enfin oui, forcément vous avez vu, mais Andrew Short qui finit l'étape sur la jante, c'est quand même énorme. Quand on dit que les pilotes de Supercross sont des princesses, là on voit que Andrew Short, quand même, ancien pilote de Supercross qui va au Dakar, il est pas trop précieux quand même. Non, c'est clair. Puis il a mis du temps à s'y mettre au début, mais il a quand même fait des superbes perfs. Il a fait le podium et tout en rallye, il roule vraiment bien. Puis non, c'est vraiment cool ce qu'il a fait, surtout je crois qu'il s'est arrêté pour donner sa roue à Toby Price. C'est ça. Ouais. Bizarre d'ailleurs, parce que KTM et Husqvarna, ça n'a rien à voir. C'est quand même étonnant. Ouais, Voilà. No comment. Je le dis en rigolant, mais je l'ai encore dit à Graham Jarvis en plus en rigolant, tu vois. Mais ils prétendent, tu vois, commercialement, il faut qu'ils disent que les motos n'ont rien à voir. C'est pas du tout la même usine, c'est pas du tout la même marque. Mais quand même, des fois, on voit des petits trucs comme ça. On avait vu, je crois que c'était un Supercross aussi, Wilson qui avait prêté son trépied de moto à Marvin Musquin il y a 2 ou 3 ans là voilà. Des fois ça arrive quoi. Pourtant c'est pas du tout la même marque. Gas qui vont arriver aussi. Aussi, ouais. Donc là, il va y avoir pas mal de marques cousines. Voilà. Sherco non, hein. Ça reste le rouge Sherco. Pour l'instant, oui. Une question de Maxime sur Théo. Il dit qu'il y a assez peu d'informations sur la blessure de Théo au genou, sur ses ligaments. Est-ce que Jordan ou Jérémy, vous pouvez nous en dire un peu plus sur sa blessure? Ouais, il s'est cassé un ligament croisé et du coup 6 mois. il est jeune, donc il faut réparer ça et ça tombe mal. Mais son genou là est trop instable, donc on ne peut pas le faire rouler comme ça. Et il a encore une longue carrière devant lui, il faut quand même le préserver, surtout qu'il a déjà eu le croisé. Donc il faut bien le réparer. Tant pis, la saison est out, mais il y en aura d'autres et il a même pas 23 ans. Il aura le temps de rouler. Exactement. Je tiens à préciser que c'est pas nous qui l'avons cassé. Hein. Nous, Jérémy, on avait fait l'effort pour toi, mais on arrête. Deux fois, ça aurait été de trop. Bon, Nico, on parle un peu. Vous regardez un peu, justement, vous deux, le Supercross ou pas? Je me rappelle, Jérémy, que toi, tu nous avais dit que tu le suivais quand même. Toi, Jordan, tu as le temps de regarder tout ça? Ouais, non, quand je peux, je le regarde. C'est clair. Si moi, je regarde toujours tous les dimanches matin, là, quasiment toute la saison, ouais. Vu que c'est l'hiver pour nous, donc les week-ends sont assez tranquilles.
Bon, on va parler rapidement alors de cette épreuve qui a eu ce week-end à Saint-Louis. Je vous donne les résultats des 450. Victoire de Ken Roczen devant Barcia, Anderson, Tomac, Osborne et ensuite Stewart, Santiarulo, 7. Donc étonnant de la part de Roczen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui n'avez pas gagné depuis un moment, Nico, depuis 3 ans quasiment. Ouais. Depuis 3 années, donc c'est bien pour lui. Vous pensez qu'il est prêt? Moi, je pensais pas à lui après la première épreuve. Je pensais qu'il était un peu en dedans. Toi, Jérémy, tu le vois plutôt devant cette année? Chaque année, de toute façon, il a le niveau pour être devant, il n'y a pas photo. Hein. Le mec de cette telle ampleur, il est tellement fort. Mais après la blessure qu'il a eue, il a eu quand même près de 8 ou 10 opérations, je crois, quand même, sur son bras. Ça a été long. Je pense quand même qu'il a quelques séquelles, même s'il ne le dit pas. Et là, peut-être que cette année, voilà, le fait d'avoir gagné une course, l'an dernier, il a failli en gagner plusieurs, déjà. Mais il a réussi à faire une saison sans blessure. Donc je pense qu'il a repris un peu confiance. La première course est toujours délicate. Donc le but, c'est d'être régulier. La saison est super longue pour eux. Et là, de gagner déjà dès la seconde course, en espérant que ça continue sans se blesser, quoi, pour tout le groupe, quoi. Ça va peut-être le libérer justement d'avoir enfin réussi à gagner depuis sa blessure. Maintenant, on sait très bien que de tout le groupe de favoris là, qui a à la bagarre pour le titre, tous les ans, il y en a quelques-uns qui s'éliminent avec les blessures. Et bon, malheureusement, je pense que cette année, on va encore pas passer au travers de ça. Après, il va falloir être malin, éviter les blessures et être régulier, quoi. Oui, comme tu l'as dit, la saison est longue et c'est vrai qu'on voit Tomac qui a l'air de démarrer comme l'année dernière, un petit peu tranquillement, qui fait une 4e place à la finale. Il n'est pas transcendant quand on le voit rouler, comme on l'a vu rouler sur certaines épreuves, mais il ne faut pas l'oublier, il en gagnera des épreuves et ça sera un prétendant au titre, à mon avis, au même titre que Jason Anderson. Ils ratent actuellement leur départ, s'ils arrivent à régler ça, ils font partie quand même des hommes les plus rapides. Ouais, et puis il reste encore 14 week-ends. Donc, c'est vrai que Tomac part super mal depuis le début de la saison. Donc s'il rectifie ça, s'il part devant, il est toujours dans les 3 meilleurs temps. Hein. Ouais. Mais après, c'est vrai que... c'est ça. Là, c'est qu'il remonte de la 18e place à la 4e place ce week-end. Donc grosse perf. C'est pas parce que on les voit pas trop à la télé, mais ça roule. Anderson, pareil, part souvent mal. Mais c'est Barcia quand même à voir sur la saison. Là, il y a 2 courses très solides à voir, à confirmer, mais à Paris, il a été régulier aussi. Il a quand même gagné le week-end. Peut-être que ça peut... On n'y croit pas trop parce qu'il est fou, mais c'est un très très bon pilote aussi et assez impressionnant. C'est beau à voir qu'il est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient misé sur Webb l'année dernière, en début d'année. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, il est loin là. Cette épreuve-là, beaucoup avaient misé sur lui du coup cette année, et au final, pour l'instant, en début de saison, quand même, il se rate un petit peu. Il est pas au point. Ça travers la deuxième, ouais. Mais c'est vrai que quand on... c'est encore là, c'est vrai que c'est étonnant. L'année dernière, il avait été très régulier. Moi, la semaine dernière, j'avais annoncé, on a fait des pronostics un peu. Moi, je me suis dit, au bout, peut-être qu'il sera encore champion cette année, qu'il allait faire une saison à la Ryan Dungey, à être toujours à scorer des gros points entre 3 et 5. Bon, mais là, il m'a fait un peu mentir. À peine. Et par contre, c'est vrai, quand on regarde le top 10, quand même, ça commence, c'est relevé. On a des gars comme Webb qui peuvent entrer à l'intérieur de ce top 10, dans lequel il n'est pas là actuellement. Santiarulo qui fait 7. Je pense que ça va être pas mal de voir cette saison, parce que si on a peu de blessures, ça va être quand même assez disputé, étant donné qu'on a 8 personnes qui sont capables 8 pilotes qui sont capables de gagner une manche. Donc on a Barcia, Anderson, Tomac, on a des gars comme Santiarulo, Baguette qui peut faire des étincelles, Webb, ça commence à en faire quand même. C'est dommage qu'on n'ait pas Marvin Musquin là au milieu, mais bon, c'est le jeu des blessures, quoi. Ouais, on a Pierre. Vas-y, Jérémy. Les blessures vont pas tarder à commencer aussi, je pense. À leur niveau là, ça va faire du tri, c'est obligatoire. Ouais. On a une question de Pierre. C'est pas une question. Il nous dit que Ken Roczen est de retour. Sa moto était mal réglée à l'ouverture. Il se plaignait de suspension trop dure. Enfin, il se plaignait pas d'ailleurs. Il disait qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait réglé suspension trop dure. Ça, c'est des sujets qu'on a chaque année.
Vous qui êtes quand même de bons metteurs au point, les enduristes, vous en pensez quoi de ça? Comment ils peuvent se planter chaque année? Moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est un Supercross. Ils roulent pendant 3 mois sur la même piste, ou allez, ils ont peut-être 2 ou 3 pistes. Ils vont rouler sur ces circuits qui sont refaits tous les jours. Et ils vont mettre la moto au point sur ces pistes-là, sans partir forcément sur les données de l'année d'avant. Et chaque année, ils arrivent à l'ouverture, ils disent ça va pas, on comprend pas, ça va pas. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que trop de testing tue le testing? Non, mais alors là, en plus, ce qui est possible, qui arrive des fois, c'est un début de saison, il a trouvé sa moto peut-être trop dure, il n'était pas comme ça, puis peut-être dans 6 courses, avec le rythme des courses, il va peut-être revenir à ces réglages-là. C'est ça c'est ça où tu peux pas tirer le compte trop vite. Après voilà, l'entraînement de la course aussi, c'est jamais exactement la même chose. Les circuits n'évoluent pas pareil. Mais bon, voilà, je pense que malgré tout le monde là, même que ce soit du SXUS, tout le monde est un peu en phase de réglage sur les premières courses, à trouver les automatismes. Mais je pense qu'en plus des pilotes comme ça, qui ont une expérience comme ça, si tu veux, ils savent que la saison est longue et donc je pense que la mise au point va se tenir je pense que tout le monde sert des premières courses pour finir de peaufiner. Et vous pensez pas que ça peut être aussi une excuse du pilote de remettre la faute sur la moto? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, dans le team, d'avoir des pilotes comme ça qui rejettent un petit peu la faute sur la moto, mais au final, c'est pas méchant. C'est juste que pour garder confiance en eux et pour garder peut-être une confiance à bloc, ils remettent la faute sur la moto pour que le week-end d'après, ils gardent le positif et que eux soient devant. Je sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de dire. On l'a tous fait. C'est vrai, c'est sûr, à n'importe quel niveau. Le week-end, tu dis forcément, là, les suspensions ça va pas, le moteur ça va pas, là, on l'a tous fait. Ça arrive presque tout le temps. Hein. C'est régulier ça. Mais à leur niveau, quand même, eux, c'est là le meilleur niveau mondial à Supercross. Voilà. Je pense qu'ils ont vraiment essayé plein de trucs déjà avant. S'ils le disent, c'est qu'ils se plantent pas. Et ça m'étonnerait qu'ils fassent trop des erreurs comme ça. Après, ça peut être des excuses pour dire voilà, j'ai pas bien roulé à la première, c'était pas moi, comme ça par rapport aux autres pilotes, voilà. Et toi, Jérémy, ça t'est déjà arrivé de te perdre dans les réglages, d'arriver et de faire tellement de testing qu'au bout d'un moment, tu te dis bon, Ah oui, bien sûr, ça arrive. Hein, oui. Ça arrive régulièrement. À un moment donné, quand on ne sait plus trop où on en est, quand on en fait trop, il faut revenir à la base et repartir un peu de zéro, revenir en arrière et essayer un peu. Des fois, on se perd complet. On ne sait plus si c'est nous, on va pas assez vite, si c'est la moto, si c'est le terrain, si c'est le physique, si c'est pas le moment. Enfin, il y a plein de critères. Sur le haut niveau, ça se joue des fois tellement à rien qu'on cherche toujours des excuses. Mais au final, il faut prendre un peu de recul. Avec l'expérience, on le voit pas pareil, mais pour les jeunes, il faut leur faire prendre un peu de recul et essayer de les aider pour avancer plus rapidement, quoi. D'accord. Du coup, c'est prochaine course en 4,50, vous miseriez une pièce sur qui, vous? La question qui tue à chaque fois. Je dirais Anderson. Anderson. Toi, Jourdain? Zen. Là, s'il a 2 là, il part pour la saison. Là. C'est bon. Allez, moi je mise une pièce sur Tomac. Je me dis qu'il va réussir son départ et il va faire mal. Moi je reste sur Web, mais bon là il fait 12 quand même. Je prends des risques. T'es vaillant. Mais bon, ça se peut. Bon, on va parler rapidement des 2,5. Du coup, en 2,5, Faulkner gagne devant Cooper. Attends, rapidement, Allez. je voulais parler de Brighton parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle toujours de Chad Reed qui est assez vieux, tout ça. Bon, nous aussi, on est à un âge avancé, on a dépassé la trentaine, hein, tous les 4. Et vous en pensez quoi de ça, de pouvoir rouler un Supercross au niveau de Brighton? Il est dans un team usine maintenant cette année, retour chez Honda. Vous pensez qu'il va pouvoir tenir encore beaucoup de saisons comme ça? Parce qu'il n'est pas ridicule. Hein. Il finit quand même 8ème ce week-end. Alors il a fait la course un petit peu à l'envers. Il est parti devant, il a reculé. Mais bon, il s'est sorti quand même de la repêche. Donc je sais pas, moi je trouve ça impressionnant. On n'en parle pas énormément. Il est costaud. Hein. Je pense qu'il a une rigueur d'entraînement depuis des années, lui, qui l'aide à rester à ce niveau. Il part très bien, il est très fort dans les hoops. C'est très important. Hein.
Et c'est vrai que là, il roule en Honda officiel. Et, il a quel âge? Il doit avoir 34 ans, 35 ans, 37 ans. 35 il a. 35. 35 ans. Mais il ne les fait pas, hein. Vraiment, il est très très fort encore. Et il part devant, après il se fait doubler un peu, mais je pense qu'il est capable d'aller peut-être chercher encore une victoire, hein, comme il l'avait fait il y a 2 ans là, à Daytona. Un peu, s'il y a quelques soucis un peu derrière au départ, avec un all-shot, il peut ne pas être loin. Quoi. Au moins un podium. Ouais. Il a gagné une série, sa série à Anaheim 1, hein, donc c'est déjà un gros truc, quoi. Ah Ouais, il a l'air d'avoir la vitesse, lui aussi, il faut pas qu'il se blesse, mais c'est vrai que comme tu le dis, il a l'air d'avoir une hygiène de vie, un entraînement pour rester à haut niveau aussi longtemps, qui a l'air d'être limite parfaite. Parce que c'est vrai que ouais. Il y a pas... Sur du supercross, s'il a 35 ans, c'est obligé. C'est trop important. Mais j'avais déjà vu un truc sur lui il y a une dizaine d'années, il était déjà à bloc sur l'entraînement, grosse rigueur sur ce qu'il mangeait, sur tout. Donc je pense que ça l'a aidé à tenir ce rythme toute sa carrière. Ouais. D'accord. En parlant de rigueur, on a Mélodie Portalier, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous dit que Jérémy est un perfectionniste, tant qu'il ne trouve pas le problème, il cherche partout. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Je cherche des fois trop. Non, quand ça fait partie de la moto, même autre chose, mais surtout la moto. Et là, on a la possibilité avec Sherco de pouvoir bien bosser sur ça. Donc c'est très 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 intéressant. Et tant qu'on est sur les choses. Tant qu'on est sur les clins d'œil, on a Jordan Lacan et Calvin Fonvielle qui te font, à toi Jérémy, un petit coucou et qui rappellent à la belle époque des bagarres de Lozerte en motocross. Ouais, d'ailleurs, avec la Sherco aussi. Ouais, en plus. C'est vrai. Plein d'euros. Allez, je reviens sur les 2,5 du coup. Victoire d'Austin Faulkner devant Cooper, Hartranft, Alex Martin et Jet Lawrence. Jet Lawrence, jeune pilote, je rappelle 16 ans, qui a fait une belle course. Qui est parti en tête ou deux, je ne me rappelle pas bien, mais en tout cas il avait le physique, il avait plutôt la vitesse, peut-être un manque de physique. Il a fait quelques erreurs, c'est dommage, mais un jeune pilote avec cette vitesse-là, on a rarement vu ça quand même. En supercross, je parle. En motocross, on en a vu. Toi, Nico, qui est une bible vivante du supercross US, rappelle-nous s'il y a eu beaucoup de pilotes qui aussitôt étaient devant. Santiago a gagné la première course de Supercross avec laquelle il a participé quand même. D'accord, donc déjà c'est pas mal. Il y en a eu après. Oui, mais des gars comme ça. Jet Lawrence, il y a eu des gars comme c'est impressionnant parce qu'il vient des Grands Prix, Lawrence, faut pas l'oublier, enfin des Grands Prix. Il vient d'Australie, il a été en Grand Prix pour faire le championnat d'Europe. Et je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est vraiment une grosse perf, même si je pense pour moi il s'est précipité peut-être un peu, il s'est cramé vite. Et on dirait qu'à la fin, il manquait un peu de physique et il s'est mis en vrac. Mais voilà, top 5, c'est vraiment beau. Il aurait pu accrocher un podium, je pense. Voilà, impressionnant. Ouais. J'en avais entendu parler, championnat d'Europe. Et je crois qu'il s'est blessé, non, en 2019, une partie de la saison. Non. En fait, l'année dernière, on l'a pas vu parce qu'il est parti avec son frère Hunter Lawrence. Ils ont été aux États-Unis, tous les deux embauchés chez Geico. Donc Hunter Lawrence dans le team pro et Jet Lawrence chez les amateurs. Donc il a fait Loretta Lyns, il a gagné quelques catégories et il devait rester amateur cette année. Et en fait, cet hiver, il a claqué les meilleurs temps sur le terrain Honda. Et du coup, en plus, il a gagné la Monster Cup aussi en catégorie amateur. Et du coup, ils ont dit bon, finalement, tu seras présent sur la côte ouest. C'est passé comme ça. Faire d'entrée, là, il aurait pu jouer le podium presque à la victoire. Il est revenu sur Faulkner à un moment donné. Mais il y a toujours des surdoués, toujours des exceptions. Hein. Lui, je pense qu'il en fait partie. À 16 ans, c'est très jeune. Hein. Du coup, il faut faire attention bien sûr aux blessures. C'est là que c'est le mauvais moment. Mais c'est clair qu'on n'a pas connu beaucoup. Peut-être Ville au poteau, non aussi. Il y en a eu des jeunes qui ont c'est ça. Oui, des gars comme Stewart, mais des gars qui ont quand même eu un avenir vraiment flamboyant. Carmichael, je pense qu'il était bon, mais je sais pas s'il a eu des podiums ou des victoires d'entrée, je me rappelle plus. Faudrait vérifier tout ça. Stewart, ouais. Du coup, étranger, en plus. Comment ? C'est pour un étranger en plus. Oui, en plus. Il est là-bas. C'est encore plus fort. Hein. Ouais.
Faulkner, du coup, on a le trio final qui s'est dessiné. Enfin, on en parlait la semaine dernière. On va dire le quatuor qui s'est dessiné, c'était Faulkner, Cooper, Ferrandis et Craig. Ferrandis s'est raté là, il est remonté à la 12e place, donc c'est quand même pas mal. Et Craig, qui était plutôt bien placé. Attends. Comment? Ça coupe. Ça a coupé, c'est bon? C'est bon. Ouais. Petit bug d'internet. Du coup, je disais Faulkner, Cooper, Craig qui a chuté donc à la finale, qui était bien placé. Je sais pas s'il s'est fait mal, mais il n'est pas reparti. Et Dylan Ferrandis qui a chuté et qui est remonté. Donc, vous m'entendez bien là, c'est bon? Ouais. Allez, Ouais. parfait. Ouais, belle perf quand même de Dylan. 12e. Donc, vous pensez quoi, vous? Une saison en 2,5 qui est un peu plus courte. Est-ce que vous pensez que déjà, là, le titre est un petit peu compromis ou pas encore? Le titre, il n'est pas compromis parce que tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, lui, c'est sûr qu'il a cramé le joker. C'est sûr qu'il a cramé son joker et là, maintenant, il va falloir se louper. Hein. Après, il va falloir qu'il règle vraiment son problème de mauvais départ rapidement. Et parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais, parce on l'a vu là, hein, on prend quand même plus de risques quand on part à la 12e place que quand on part dans le top 3. Donc il faut régler ce problème-là. Après, il faudra voir quoi. Mais... Il s'est approché, alors que lui, il est pour rien, quoi. Ouais. Il est juste dans le paquet. Un pilote qui fait une erreur, il se fait embarquer. C'est clair que quand tu pars devant, ça a moins de chance de t'arriver. L'année prochaine, il sera obligé, alors Nico, toi qui connais, est-ce qu'il sera obligé de passer en 4,50 ou pas? Non, je connais très franchement cette règle, je l'ai Parce jamais qu'il y a comprise. il y a une règle Parce qui qu'il est y a des mecs compliquée, comme là. Davalos qui sont restés 28 ans en 2,5 et t'en as d'autres qui ont dû monter comme Stewart après un titre. Et c'est une question de points. S'il y en a qui connaissent le règlement, vous pouvez nous le mettre en commentaire. Mais je sais pas si vous le connaissez, Jordan et Jérémy, le règlement précis. Exactement, non. C'est une règle un peu compliquée, hein. C'est un titre ou c'est un nombre de points, c'est un peu flou pour nous. Ouais. Bon, en tout Ouais. cas, je pense que le souhait de David Vuillemin et de Dylan, c'est de passer en 4,50. Maintenant, est-ce qu'il restera chez Yam? On ne sait pas, mais voilà. Vous voyez comment l'avenir de Dylan en 4,50? Il a largement le niveau technique et tout, et vitesse Et le pour physique rouler, aussi. et physique pour rouler en 2,5, 4,5 devant aux US. Vu comme la saison qu'il a fait l'année dernière, et comme il a progressé depuis qu'il avait Villemain et tout, là, il n'y a pas photo. Je pense qu'avec Musquin, tous les deux, on peut les avoir devant quelques années. Ouais. D'ailleurs, je me posais cette question-là en regardant la course de Dylan. Je me disais, l'entente avec David Villemin se passe bien actuellement parce qu'il joue les avant-postes. Est-ce que l'année prochaine, en 4,50, en jouant peut-être, même en étant à fond, en s'entraînant très très bien, en jouant la 8e, entre la 8e et la 10e place tous les week-ends, est-ce que vous pensez que cette entente va continuer à être aussi bien et aussi rentable? Moi, je pense que oui. Parce qu'on sait tous quand même que, à part Cianciarulo qui vraiment là, attaque un début de saison assez fort, mais pour les autres, c'est compliqué de passer du 2,5 au 4,50. Osborne avait un très très bon niveau en 2,5. Quand il est passé en 4,50, ben, il jouait plutôt à la 8e place que la victoire. Du coup, il y a une transition d'un an ou deux quand même qui est assez compliquée. Et peut-être qu'avec un David Villemin qui est sanguin, avec un Dylan Ferrandis qui l'est peut-être aussi, je ne sais pas si cette entente va pas être un peu compliquée quand c'est pas pour jouer la gagne. Je sais pas ce que vous pensez, peut-être que je me trompe. Hein, Non, je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et après, connaissant les deux bonhommes, je pense pas que l'objectif de la première année soit de faire 8 ou 10. Ouais, mais c'est ça le truc. Je pense qu'il peut faire mieux que ça. Ouais. C'est ce que je me dis en fait. C'est quand il y a des pilotes comme Osborne, je pense qu'ils doivent s'entraîner comme des malades. Qu'il a été avec Aldon Baker, il a fait quand même pas mal de sacrifices. Et ces sacrifices ne paient pas quand ils sont vraiment à fond. Ils se disent, je sais pas ce que je peux faire en plus pour être devant. Et c'est là où je me dis, là, ça doit être quand même compliqué pour eux. Et puis après... mais Osborne, en 2,5, il est arrivé, pareil, il était pas très doué, mais il a bossé, il a fini par gagner. Ouais. Donc là, il est capable de faire ça peut-être il est un peu plus âgé, du coup, quand même, mais en 4,5 aussi. Toi, tu penses que ça paiera pour un gars comme Osborne, Jérémy? Il va pas lâcher le morceau c'est que la blessure qui va l'arrêter, parce que il sera toujours là, et là, il a pas lâché sa
Ouais. Ça passe de la finale. Exactement ce que j'allais dire aussi. 6, je sais plus si peut-être. Ouais, il termine 5. il termine 5, mais vraiment il a mérité sa 5e place parce que c'était peut-être pas le plus rapide, mais de loin le plus combatif, quoi. Voilà, mais il y aura d'autres courses où lui il part devant et il va pas lâcher le morceau, il pourra faire 3 et s'il prend un peu confiance, ça peut le faire, mais Ferrandi a largement le niveau pour jouer le podium. Hein. Et il a roulé beaucoup en 4,5 en plus. Aussi. Je le vois pas, s'il n'y a pas de blessure, toujours pareil, ils font que se faire mal, quoi. Ça arrive toujours, c'est rare de faire une saison sans blessure, c'est ça qui les arrête, hein, qui les ralentit, quoi, du moins. D'accord. Mais s'il arrive à passer à travers toute la saison, un bon hiver en 4,5, il sera devant avec Marvin. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. On espère aussi les voir en motocross des nations, ça serait le top. Ça serait vraiment pas mal. Ah, ça, une autre histoire. Ouais. Ça, c'est pas pareil. Ouais, Bon, Nico, on arrive à l'heure. Bon, Vas-y. on arrive à l'heure de live. On a juste une dernière question pour vous, les gars. La question du jour. Chaque live, chaque a droit à sa question du jour. Je sais pas si cette petite question du jour était en place lors de notre tout premier live avec Jérémy. Mais maintenant, c'est le cas. Et cette question, elle est toujours présentée par CBO Group et Eight Racing. Parce qu'Eight Racing, ils font des kits déco. Et pour être rapide en enduro, il faut de beaux kits déco. Mais surtout, il en faut beaucoup parce que quand on est comme moi, on les raye. Donc, on en passe beaucoup dans une saison. Et la question du jour, elle est pour vous deux. Et nous, on aime bien avoir des petits secrets. Alors, on voudrait avoir un secret pour être rapide dans les spéciales en herbe. S'il devait y en avoir qu'un seul secret. Pas facile. bien repéré. Voilà. Bien repéré son spécial. C'est le plus important sur une spéciale en herbe. Enfin, spéciale en herbe ou pas, mais je dirais classique. Donc, sur une spéciale en herbe, un petit conseil, bien ouvrir ses virages. Bien préparer, être toujours bien placé en avance d'un virage à l'autre. D'accord, l'anticipation en fait, c'est vraiment anticiper tous les virages, ouvrir. Ouvrir, c'est-à-dire écarter au maximum, un peu comme en vitesse ou en supermotard. D'accord. C'est quelque chose que tu faisais pas du tout, toi, en venant du cross. Est-ce que tu allais vraiment droit au but, au point de corde, ou tu t'es forcé quand même à le faire et y réfléchir? Non, on pouvait pas trop le faire en cross. Mais moi, j'avais roulé pas mal dans l'herbe quand j'étais plus jeune parce qu'on vivait à la campagne et du coup, mon terrain, c'était une grande spéciale en herbe, quoi. Du coup, j'ai roulé pendant peut-être 6-7 ans là-dessus. C'est là où j'ai appris un peu la moto. Peut-être que ça m'a servi pour les spéciales en herbe d'enduro, quoi. Mais sinon, non, j'avais jamais... en cross, pas du tout. On suit la ligne, les appuis, on recoupe. Et en général, il y a des trous. Donc, on suit les trajectoires, on évite à 10 cm près les trous pour pas se faire trop désarçonner. Mais il y a pas trop, on n'écarte pas forcément dans le sable, oui. Mais sur la terre, pas forcément. On bourrine, comme un crossman. On a du risque aussi. Ouais, il y en a des bourrins, c'est un enduriste. Bon, mais merci en tout cas. Non, attends, mais vas-y, toi tu veux des secrets, toi tu repars ce soir. Tu veux On performer, va revenir avec 2 secrets. Vas-y. Du coup, Vas-y, Jordan, il en veut encore, il veut toujours plus de secrets. Lui. Qu'est-ce que tu veux pour une autre question. Une autre question. Non, toujours pareil. Question. Vas-y, Nico. Okay. Toujours pareil, même question. La question, c'est toujours comment un secret pour être rapide sur les spéciales en herbe. Mais allez, plus sur la partie moto, du coup. Comment est-ce qu'il y a du changement quand on fait beaucoup de spéciales en herbe? Sur la partie moto, avoir un bon train avant avec une fourche qui rentre bien, où tu sens bien le sol. Et après, faire très attention à ses pneus et ses mousses à l'arrière pour avoir une bonne traction. Ah oui, ça c'est Si t'as pas ça, la base de l'enduro, c'est la traction, que ce soit en extrême ou un enduro classique. Ça c'est clair. Du coup, pour les mousses, vous conseillez quoi? Des mousses vraiment neuves? J'y connais rien très franchement en mousse, donc éclairez-moi si vous pouvez. La plus grosse possible et le plus dur possible. D'accord. Et il a dû le voir d'ailleurs hier. Tu as dû regarder les grammes là, avec la mousse.
Là, par contre, moi, j'avais pas l'excuse de la moto. Enfin, si, j'avais l'excuse de la moto parce que j'avais une 3,5 bêta à 4 temps. Et bon, quand tu vois tous les trialistes qui sont sur leur roue arrière avec des 2,5 de temps sans arrêt, là, ça m'a un peu agacé. Mais par contre, je me suis pas fait avoir sur le pneu. J'ai une mousse qui a 1 an bien tassé. Et voilà, et le pneu était quasiment neuf derrière, donc ça allait bien quand même. Tu prends de l'expérience. Ouais, tu prends de l'expérience, c'est bien. Bon, Nico, tu veux plus de secrets quand même. C'est bon, tu vas pas. C'est bon. J'enverrai des textos à Jérémy demain matin pour avoir d'autres secrets. Non, c'est sûr que la taille de la mousse, fait souvent en enduro, le vendredi dans le paddock, tout le monde en discute. Et toi, t'as mis combien et ça. Alors au début, tu arrives, tu mets tout neuf, quoi. Et puis, elles sont hyper grosses et tu comprends pas pourquoi au premier tour, tu tractes rien et les autres, ça passe au sol, quoi. Et après, en réfléchissant, on mesure du coup exactement que c'est combien, 29 cm, 30 cm. En général, ça tourne aux alentours de 30, 31. Et 29 quand c'est la taille des mousses arrière, quand c'est de la boue, quoi. En général, c'est ça. Après, ça dépend du pneu, mais en général, un pneu, il y a soit un dur, soit un tendre, quoi, un peu. Voilà, et en mousse, ça varie entre 30 et 32, suivant si c'est sec ou boueux. Mais ça y fait. Notez, les gars. Ça peut y faire beaucoup sur le chrono, plus d'1 seconde à la minute si on n'a pas la bonne mousse. Facile. Hein. Ah oui. C'est que ça commence à faire ça se paye cash, une différence. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Si le terrain est gras, on voit les accélérations, vu qu'il n'y a pas de rail, qu'on ne peut pas s'appuyer, il n'y a pas d'appui, forcément, on reste sur place. Hein. Avec Ram Jarvis, quand il a dit si vous avez des questions sur les motos, tout ça, donc le gars dit comment elle est préparée ta moto, tout ça. Il a dit en fait là elle est d'origine, mais et je vous conseille de le faire aussi, c'est d'enlever les butées de direction. Ça va vous servir aujourd'hui, il nous a dit. Donc tout le monde a dévissé les butées à fond, on a tout viré. Et voilà. Il a dit que ça ferait la différence. Bon, pour moi, ça n'a pas fait une énorme différence. Hein. Je vous le dis direct. Et quoi, tu sortais de la moto pour les virages 180 ? Non, quand même pas, mais bon, ouais, je suis sorti de la moto involontairement des fois quand même. Ah. Bon, mais écoutez, merci les gars, ça fait une grosse heure avec vous, mais bon, c'est parce qu'on était 4 aussi, on avait beaucoup de choses à dire. C'est sympa de vous avoir eu, on n'avait jamais eu Jordan, et c'est super d'avoir des gens d'expérience comme vous. J'espère que ça aura plu à tous nos abonnés Crossmen qui vont forcément se mettre à l'enduro un jour comme moi, parce qu'on y vient tous. Et voilà, et Blaise viendra au Touquet, j'espère. On parle du Touquet là. Ouais, on verra l'année prochaine. En fait, c'est Nico doit faire la Herzberg Enduro. Et non, puis, Herzberg, le mec il veut m'envoyer à l'autre bout du monde. Là, l'Estrême déjà. À l'Estrême, c'est déjà pas mal. À la limite, mais moi c'est pareil. Toi, tu parlais de 1 mois et demi de préparation pour faire l'Estrême. Moi, ça va être 2-3 mois de préparation de sable pour faire le Touquet. Et ils ont des bengalos à Majesque là-bas. Ouais, Majesque, après aller à Loun Plage pendant 2 mois. À la bonne période, tu sais, la période où il fait chaud l'été en plus. Tu sais. Donc, bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir ce soir. Et on vous souhaite bonne chance pour la saison. On espère le meilleur pour vous et que tout se passe bien. On espère aussi que Théo va vite revenir. Et du meilleur pour toute l'équipe. Merci. Allez, salut. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.